J'ai depuis plusieurs années, moi, sollicité les ministères concernés pour que la violence faite aux femmes soit considérée comme une discrimination par le sexe. J'avais demandé à l'époque à ce qu'il y ait une uniformisation des infractions de harcèlement, que ce soit le harcèlement moral, le harcèlement sexuel dans la sphère du travail ou dans la sphère privée, que toutes ces infractions-là soient uniformisées comme une discrimination par le sexe, et je me fondais pour ça sur des recommandations européennes qui le préconisaient. Malheureusement, personne ne l'a entendu. C'est aussi la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, on en arrive à des situations où la discrimination par le sexe, la violence faite aux femmes, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère du travail, n'est absolument pas reconnue. Je suis navrée, je déborde un petit peu sur le thème du jour, mais ça me semblait important que de le souligner. Et je rejoins ce que vous avez tous les deux dit sur la création d'un pôle spécifique pour tout ce qui concerne la discrimination, toutes les formes de discrimination, parce que moi je peux constater que ce soit dans mes dossiers que je plaide sur les violences faites aux femmes, ou les dossiers que je peux avoir pour vous sur la discrimination autre, qu'il y a un manque de formation absolument pathétique des magistrats, des procureurs. Pour un dossier que nous avons fait ensemble pour ce qui concerne une plainte que nous avons déposée sur le site, concernant le site boulevardhitler.com, que je ne vous conseille pas d'aller voir, à moins de prendre la précaution préalable de prendre un sac vomitif à vos côtés. Il nous a fallu, surtout Naïla d'ailleurs, il lui a fallu rédiger à nouveau la plainte pour qu'elle soit plus détaillée, parce que le parquet, écoutez, a priori ce n'était pas son travail que d'aller voir le site. Dans ce site-là, donc il y a de tout, hein. Il y a des propos à caractère raciste, antisémite, l'apologie de crimes contre l'humanité. Enfin bon, c'est un panel un petit peu de... Il y a un peu la totale sur ce site. On a porté plainte en septembre, si je ne m'abuse. À l'heure où je vous parle, il ne se passe rien. Ce qui est assez hallucinant, c'est que le site donc est toujours en ligne, malgré, je crois, toutes les démarches qui ont été faites auprès des ministères concernés également pour qu'il y ait fermeture de ce site, ce que les ministères et les pouvoirs qu'ils ont leur permettent de manière discrétionnaire de fermer ces sites, ce genre de sites, ce qui n'est pas fait. Donc nous avons d'un côté des services du parquet qui ne font pas leur travail, d'un autre côté des services du ministère qui ne font pas leur travail non plus. Donc on arrive aujourd'hui à avoir ce genre de suites absolument nauséabonds qui sont encore ouverts. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit aujourd'hui proposer, comme vous le souhaitez, la création d'une nouvelle infraction, par exemple, pour que tous les intervenants, tous les protagonistes de ce genre de création de sites soient inquiétés, ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas possible, en l'état actuel de la législation. Donc il faudrait pouvoir mettre en cause également les hébergeurs, tous les intervenants, et qui aujourd'hui ne peuvent et ne sont pas inquiétés. On souhaite en fait que si la victime ne veuille pas qu'on agisse pour elle, elle refuse notre action, mais qu'on ne soit pas soumis à son autorisation. 2004. Et du coup, l'idée, ce serait quand même donc, de permettre d'avoir un dispositif législatif permettant à ces victimes de ne plus se sentir seules, que l'association puisse l'accompagner réellement, et que si elle refuse de mettre son nom en donnant sa signature, c'est pas bien grave, parce qu'on va quand même combattre pour elle. Sur l'affaire Lidl, c'est typique, puisqu'il y avait quand même 250 CV de personnes qui étaient discriminées. Il n'y en a que 10 qui ont accepté d'agir alors qu'ils étaient prévenus de ce qui s'est passé. Évidemment, on n'a pas agi pour eux, mais c'était la peur qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation précaire. Ils ont un titre de séjour qui ne dure qu'1 an. Ils sont persuadés que s'ils font des vagues dans un pays où ils ne sont pas résidents réguliers sur une durée assez longue, ou dont ils n'ont pas la nationalité, en fait, ils sont persuadés qu'ils ne vont pas pouvoir rester en France. J'écris au procureur de la République d'Evry.
Je lui envoie, je dis voilà, cette agence immobilière commet des discriminations. Pour preuve, la salariée de cette agence immobilière nous a dénoncé les discriminations, on l'a équipée d'une caméra cachée, elle a été voir son patron qui lui a répété devant la caméra cachée, pas de noir, pas d'arabe, pas de jap. Le juge, le procureur de la République me dit, oui écoutez, donnez-moi plus d'éléments pour que je puisse faire une perquisition et donc je puisse confier ça à un juge d'instruction. Cette salariée me donne la liste de victimes. Je lui faxe la liste de victimes. Il ouvre l'information judiciaire pour délit de discrimination commis comme une liste de victimes. Ces victimes-là ne savaient pas qu'elles étaient victimes. Oui. C'est moi qui les informe après qu'elles sont victimes, en tout cas qui en informe le procureur de la République, etc. Depuis 2004, ils ont essayé de torpiller avec un non-lieu, etc., etc., etc. Mais surtout, ils nous empêchent de nous constituer partie civile si on n'a pas l'accord des victimes. Mais on leur dit, mais de toute façon, vous vous trompez de qualification. Monsieur le procureur, vous êtes mauvais en droit. Le délit qui vous est dénoncé, c'est la subordination d'une offre à un critère discriminatoire, pas un refus. Il refuse de requalifier et il dit de toute façon, vous ne pouvez pas me demander de requalifier puisque vous n'êtes pas partie civile. Donc moi, je vous empêche même de me formuler le moindre souhait, quel qu'il soit. Je vous ignore, vous n'avez pas votre mot à dire dans ce dossier. Je dis, mais c'est quand même moi qui vous ai donné les informations. Je m'en fous. J'ai ouvert sur refus à l'encontre d'un certain nombre de personnes nominativement identifiées. Ces personnes ne vous ont pas donné d'accord express d'intervenir, donc c'est terminé. Et il y en a plein de dossiers comme ça, plein, partout, où la victime dit, mais moi, je ne suis pas au courant que je suis victime. Et le procureur dit, ah bah, si elle n'est pas au courant qu'elle est victime, de toute façon, vous ne pouvez pas agir. Et si elle ne vous donne pas de pouvoir d'agir, vous ne pouvez pas agir. Oui, c'est très intéressant. Je m'imagine déjà en train d'aller chercher dans telle ou telle structure des gens victimes de discrimination. Et je me disais, voilà, c'est quelque chose qui peut pas être extrêmement motivant en tant que militant et en termes d'utilité militante. Et je pense effectivement qu'il y a une notion d'action de groupe aujourd'hui, c'est la question que vous pouvez d'ailleurs poser, c'est quels sont réellement les freins, parce que quand on dit qu'on engrangerait, il y aurait trop de monde qui irait dans les tribunaux, mais en réalité s'il y a trop de monde, c'est le problème de la taille des tribunaux, c'est pas le problème des gens. Si les gens sont discriminés, ils sont discriminés, point barre. Raphaël a fait une intervention synthétique et tout à fait juste. Le premier point, c'est que l'argument sur les actions de groupe, de dire que cela encombrerait les tribunaux, est totalement faux. C'est totalement faux parce qu'il est plus facile de faire une action avec 500 personnes que de faire 500 actions. Il s'agit de savoir si oui ou non les pratiques étaient discriminatoires. Et ça prend un temps fou déjà. C'est tout l'objet d'un procès de savoir s'il y a discrimination systémique, s'il y a des ordres, des injonctions de discrimination, etc. Donc déjà, d'une certaine façon, on va préjuger de la culpabilité si on est au pénal ou devant le juge prud'homal. On va déjà préjuger d'un truc. Et ça posait toute une série de difficultés, et tel que c'était goupillé dans la proposition de Ben Basat, ça bloquait. Et j'ajouterais une deuxième chose, c'est que de toute façon, la deuxième étape, quand les gens vont venir, quand ils auront rejoint la classe, il faudra individualiser le préjudice. En France, on individualise le préjudice. On est réparé dans l'intégralité de son préjudice, il n'y a pas de dommage punitif naturellement, c'est même inconstitutionnel, il est hors de question de faire ça dans l'état actuel du droit français, on n'est pas aux États-Unis, c'est peut-être con mais c'est comme ça. Donc on indemnise uniquement le préjudice. L'autre point que tu évoquais, tu as raison, il y a des principes fondamentaux de non-discrimination. Mais si l'on reprend les textes, et en particulier, c'est un texte que je connais bien, l'article 225-1 du Code pénal, il regroupe énormément de possibilités d'action. Et c'est sa méconnaissance qui a entraîné le fait que des actions n'ont pas été menées. Il y a, pour les textes qui sont existants et discriminatoires, il y a une possibilité de les poursuivre. C'est de soulever des questions prioritaires de constitutionnalité. Puisque le principe de non-discrimination est intégré à la Constitution de 58. Il faut bien comprendre que dans la Constitution de 58 sont intégrés la Déclaration des droits de l'homme, le préambule de la Constitution de 1946, et ces textes que je vous conseille de relire, parce que ce sont des textes qu'on n'a pas présents à la mémoire. Moi, il y a un petit livre sur les constitutions, ça coûte 3 € ou 4 €, vous pouvez même le mettre dans la poche arrière, et il y a des choses fondamentales. Il y avait en 1946 le fait du droit au travail.
quels sont les textes qui limitent le droit au travail pour les chômeurs. Il y avait l'égalité des femmes et des hommes. Il a fallu plus de 50 ans pour qu'il y ait une évolution législative permettant une égalité de droit et qui n'est pas encore effective. Donc moi je suis parfaitement partisan de pas de multiplier les lois, plutôt de les assainir, quitte à ce que ça se fasse par la codification, quitte à ce que ça se fasse par le ménage d'un certain nombre de textes. La seule réserve que j'émettrais, c'est que ça pose une difficulté en droit pénal. Parce que le droit pénal est un droit d'interprétation stricte, et c'est, je vais dire, extrêmement heureux, parce qu'on ne peut pas vous punir pour avoir méconnu une règle qui ne disait pas nécessairement qu'elle interdisait ce que vous avez fait, y compris de renverser une bouteille d'eau. Donc il est très important que la loi pénale soit d'interprétation stricte, et du coup, ça justifie que le droit pénal soit complexe, parce que quand il y a quelque chose que l'on veut punir, on est obligé de faire un texte nouveau pour que l'infraction que l'on veut sanctionner soit bien comprise dans le champ des infractions susceptibles d'être sanctionnées. Il est totalement intolérable, inacceptable que les parquets ne poursuivent pas d'eux-mêmes. C'est le parquet qui a l'opportunité des poursuites. Et faire un mouvement, je dirais un mouvement citoyen, associatif, dénonçant le caractère non interventionniste de l'État, le parquet est soumis au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice peut, d'une façon générale, demander au parquet de développer des poursuites sur les problèmes de discrimination. On a affaire au ministère public qui, lorsqu'il constate qu'il y a des infractions sur toute récemment qui sont caractérisées, devrait se saisir, point. On ne devrait même pas devoir parler de la demander. Voilà, on ne devrait même pas avoir à lui demander. Et elle s'est battue pour obtenir, dans les cas de violence contre des femmes, elle s'est battue pour que les parquets acceptent de se saisir. Et pour moi, c'est complètement, comment dire, c'est surréaliste d'avoir à se battre pour que le parquet ouvre une procédure. Donc, à la suite de cette réunion, il faut dégager quelques idées pour qu'elles soient traduites, soit au plan législatif, soit au plan politique. Alors moi, j'ai retenu effectivement, la discrimination, ça touche toutes les sphères de la société, toutes les couches de la société, et à la fois le droit du travail, le droit de la santé, le droit des loisirs, le droit au logement, et autres. Donc l'idée d'une loi de codification serait la bienvenue, car ça permettrait aux juges de s'appliquer l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». En haut de la pyramide, il y a donc les conventions internationales, et où la Constitution, si mes souvenirs sont bons, on en est à peu près là, puis la loi, votée par le législateur, puis les décrets, puis les arrêtés, qu'ils soient d'ailleurs ministériels ou municipaux ou tout ce que vous voulez, et s'insère là-dedans l'accord collectif qui, si je ne dis pas trop de bêtises, a vocation à régir les relations de travail dans une branche et qui est l'accord que se donnent les employeurs et les salariés sur des règles de fonctionnement, sachant que la seule contrainte, c'est que ces règles-là ne peuvent pas enlever aux salariés les droits qui tiennent du Code du travail. L'entreprise doit sentir que ça coûte cher de commettre ce type d'infraction, et c'est pour ça qu'on utilise le terme punitif, et je prendrai un exemple, il y a des dommages et intérêts punitifs dans les affaires antiracistes qu'on a été amenés à traiter, puisque d'ordinaire, le propos raciste est puni d'1 € symbolique de dommages et intérêts. Et c'était ça pendant 25 ans. Et puis, d'un seul coup, on a obtenu 150 000 €, enfin 1 million de francs, pour le détail de Jean-Marie Le Pen. L'association qui a touché ce 150 000 €, elle n'avait pas subi plus de préjudice que l'année d'avant où elle avait condamné les mêmes propos pour 1 €. Un franc symbolique. Mais on dit, ça suffit, Jean-Marie Le Pen, de récidiver comme ça. Ça suffit, il faut que tu comprennes que c'est pas possible.